C'est la gueule. Voilà. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau Jean Robin pour la sortie de son excellent troisième tome des chroniques de la Troisième Guerre mondiale, dont on va parler et qui, au fur et à mesure du temps, devient de plus en plus pertinent. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, qui est de plus en plus pertinent, car Jean Robin, tu es le seul dans le monde francophone à expliquer et montrer ta thèse, qui est celle que le Parti communiste chinois est derrière la crise que nous vivons depuis plus d'une année maintenant, liée à ce virus. Alors Jean Robin, tout d'abord, merci de ton temps. Tu es toujours de l'autre côté de la planète par rapport à moi. Ouais, salut Pierrot, ouais, toujours en Polynésie française ici, sans confinement, avec un léger couvre-feu, mais on s'en sort bien nous, pour l'instant. Tant mieux, tant mieux. Alors écoute, pour ceux qui n'auraient pas vu nos vidéos précédentes ou qui ne connaissent pas cette série de livres, et j'ouvre une petite parenthèse, mais je tiens à toujours faire remarquer que tu fais un effort remarquable en tant qu'éditeur de publier des livres qui sont vraiment originaux. Tu avais publié le manifeste de Breivik, qui est un document historique quand même assez important. Et là, tu es dans le troisième tome d'un livre qui est, comme je venais de le dire, qui est unique. Tu es le seul dans le monde francophone, et il y en a très peu dans le monde anglophone, qui étaye cette thèse que tu vas nous expliquer. Peut-être tu peux nous rappeler un petit peu quel était la thème des deux premiers tomes de ce livre. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, présenter un petit peu ce travail que tu fais brièvement. Oui, alors déjà, comme tu en as parlé donc, sur Breivik, donc ça a coulé ma maison d'édition, tout simplement parce que j'ai mis beaucoup d'investissement dans ce livre et il a été encore plus censuré que je ne le craignais. Donc là, ma maison est en liquidation, là c'est en cours depuis un an déjà, il y en a pour le temps que le liquidateur le veut. Et donc je ne suis plus éditeur, en tout cas, voilà, sauf via la liquidation. Et j'avais édité évidemment Breivik pour des raisons de liberté d'expression. Hein. Je ne partage pas du tout ses thèses, etc. Mais je trouvais que c'était important d'avoir ce document sous une forme lisible. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui m'accuseraient d'être un pro-terroriste ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, bref. Donc là, maintenant, je suis passé dans une vie de journaliste d'enquête depuis maintenant 10 mois. On avait fait notre précédente interview, c'était en avril, donc il y a quasiment un an. Et j'étais le seul, effectivement, à l'époque, à dire que la Chine communiste avait déclenché la Troisième Guerre mondiale, ce que je dis toujours aujourd'hui, mais je suis toujours le seul, quasiment un an après, alors qu'il y a beaucoup de preuves maintenant que c'est le cas. Même Trump a déclassifié, juste avant de partir, des documents qui le prouvent. Là, il y a encore Bild qui vient de faire un article hier où un de leurs spécialistes qu'ils ont interviewé le dit. Hold Up Plus, donc c'est la nouvelle version d'Hold Up, ont interviewé un gars de l'INSERM qui a été 30 ans à l'INSERM qui le dit. Donc maintenant, Montagnier le disait donc déjà à l'époque où on avait fait notre entretien, donc maintenant ça ne fait plus aucun doute pour celui qui veut un peu regarder la réalité en face, sachant que la Chine communiste n'est pas la seule à la manœuvre, elle s'est appuyée sur ces relais de Wall Street notamment et des globalistes, mondialistes de tous les pays, qui sont un peu ces affidés, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que c'est la Chine qui est à la manœuvre quand même. Donc on parlera peut-être de Klaus Schwab par exemple, avec son livre Le Grand Reset. Il faut savoir que Klaus Schwab, j'ai découvert, voilà, tu l'as sous la main, Klaus Schwab, c'est un de ceux, il n'y en a que 18 dans le monde, avec 2 Français, c'est un de ceux qui a reçu la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Donc, si tu veux, il a rendu des services quoi, avec son forum de Davos, où il donne la parole à Xi Jinping, là encore récemment, pour que l'autre balance ses thèses débiles sur le globalisme. Et puis, les 2 Français qui ont reçu cette médaille, c'est Raffarin et Alain Mérieux. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, et Alain Mérieux, donc patron d'une fondation, la Fondation Mérieux aujourd'hui, mais à l'époque était dirigeant de Biomérieux et qui avait le P4 de Lyon et qui a donné les clés du P4 à Wuhan, et c'est pour ça qu'il a été remercié par la dictature chinoise. Donc là, il y a quand même un lien
selon moi, qui est absolument avérée et qui m'a fait être censuré même de Sud Radio, tu vois, où je suis passé, ils ont fait sauter la vidéo sur YouTube au bout d'une heure, alors que toutes les autres vidéos atteignent 1 million de vues. Là, tu peux parler de ce que tu veux, tu peux parler des morts, est-ce qu'il y a des morts ou est-ce qu'il n'y a pas des morts, est-ce que c'est le Covid ou c'est pas le Covid. Par contre, dès que tu mets le doigt sur la Chine communiste, ah non, là, c'est plus permis. Donc, c'est la censure que j'ai subie, y compris pour notre interview, qui a été rapidement retirée. On verra ce qui se passe avec celle-là. On verra. Voilà. Mais c'est un fait que ça dérange apparemment YouTube, qui a des intérêts donc, avec la Chine communiste, et puis les globalistes, parce que c'est l'outil des globalistes, YouTube, aujourd'hui. Donc, moi, je mets le doigt quand même sur tout ça, parce que j'ai enquêté maintenant depuis 10 mois, et j'ai mis à nu, si tu veux, toute cette structure d'infiltration de la Chine communiste qui est infiniment supérieure à ce que je croyais. Tu vois, quand tu m'as interviewé en avril, je découvrais Raffarin et tout ça. Et là, j'ai découvert tout un système. Alors, en France, c'est évident. Au niveau juridique, là, il y a le code civil chinois qui vient d'être mis en place en Chine. Les Français sont collabos, ils ont coécrit quasiment ce code civil avec un peu les Allemands. Au niveau technologique, au niveau donc, biologique, bactériologique, tu regardes un peu à tous les niveaux, les Français sont mouillés. Au niveau économique, c'est plutôt les Allemands. Au niveau médical, c'est plutôt les Espagnols. Au niveau géographique, c'est plutôt les Italiens, parce qu'avec la nouvelle route de la soie dont ils font partie, etc. Donc ils sont tous mouillés. En Europe, il n'y a quasiment que la Suède qui n'est pas mouillée, parce qu'elle n'a pas fait le confinement. Ça, c'est une des manières de savoir si un pays est mouillé avec la Chine communiste, c'est est-ce qu'elle a reproduit ce système de confinement brutal, tyrannique, dictatoriale à la chinoise, et la Suède ne l'a pas fait. Elle a viré Huawei et elle a viré les instituts Confucius, qui sont ces centres de propagande et d'espionnage de la Chine. Donc à part la Suède, en Europe, il n'y a pas grand monde pour lutter contre la Chine communiste. Et c'est ça que j'ai découvert, et dans le monde maintenant, à part, maintenant que Trump a été viré par un coup d'État très clairement fait par la Chine communiste, là aussi, c'est là qu'on voit qu'ils ont le bras long. C'est que Biden est dans la main des communistes chinois, et on voit aujourd'hui que sa politique, elle est pro-chinoise, là où celle de Trump était anti-parti communiste chinois. Et là, ça ne fait plus aucun doute maintenant qu'il a été mis en place. Toutes les fraudes ont été démontrées à tous les niveaux, et c'est même interdit de le dire, ça aussi. Donc voilà, là, il y a quand même un certain nombre de faisceaux de preuves. Tu vois, on peut jamais être sûr à 100%, mais moi, je suis sûr à 99,99% maintenant que la Chine est cette puissance ultra dominante qui a infiltré tellement toutes les institutions internationales, toutes les oligarchies nationales, qu'elle a les clés, si tu veux, de l'avenir du monde. Et ça fait peur, parce que si leur but, c'est de reproduire le modèle qu'ils ont mis en place en Chine dans le reste du monde, et c'est ce qu'on constate très concrètement, eh bien, ça veut dire qu'on sera leurs esclaves dans très peu de temps, parce qu'ils vont nous imposer tout ce qu'ils ont imposé aux milliards 4 de Chinois depuis 1949, qui sont au pouvoir. Voilà. Alors, je tiens à faire remarquer, pour ceux qui trouvent cette thèse peut-être étonnante, parce que personne ne l'étaye, c'est que ton livre est entièrement sourcé, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste ton avis ou tes idées, tout est vraiment à chaque page, il y a les liens aux sources, les articles qui en parlent, les documents, et je vois que tu vas chercher effectivement les informations. C'est peut-être l'avantage de vivre dans le Pacifique, d'avoir accès à peut-être culturellement à des sources d'informations asiatiques que nous en Europe nous ignorons probablement facilement, et tout est sourcé, c'est-à-dire que ton travail c'est un travail de recherche, de mise en ordre, de connexion des différentes informations pour leur donner un sens, pour donner une trame, mais tout est sourcé, ce n'est pas du tout une idée comme ça farfelue qui te vient. Et on en parlait juste avant de démarrer, le livre clé que j'avais lu à sa sortie, mais que j'avais un peu négligé, c'est une erreur, il faut que je le relise, c'est ce livre de deux colonels de l'armée chinoise, qui s'appelle La guerre hors limite, et qui est sorti en 99, c'est ça? 99. Et très honnêtement, quand je l'avais lu, je m'étais dit, oui, bon, bah, c'est un livre intéressant, et les Américains
ont facilité sa publication aux États-Unis pour créer un ennemi fictif qu'est la Chine. Mais à l'époque, je me disais, bon, militairement et tout ça, certes, économiquement, ça marche bien, mais militairement, la Chine n'est pas une réelle menace. Donc, c'est une manière pour les Américains de se créer un ennemi comme ils ont su le faire dans le passé. Eh bien, je pense que j'ai tort, parce que quand on parle de guerre hors limite, c'est une guerre de, je sais pas, de 5e, 6e génération, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où finalement, l'aspect militaire est très petit. Il y a un aspect culturel, il y a un aspect soft power, et puis il y a un aspect de corruption qui n'aurait pas été possible, ou très peu possible, il y a un siècle où, justement, je sais pas, en France, on était nationaliste, on n'allait pas trahir son pays pour de l'argent, ou alors très, très rarement. Mais aujourd'hui, dans un monde globalisé, il n'y a pas de foi ni de loi, et je pèse ces deux mots. Ben, c'est open bar pour celui qui a l'argent d'acheter son influence et dans tous les domaines, les médias. Alors, est-ce que pour toi, c'était ce point de départ, ce livre, et comment tu vois la ramification des thèses de ce livre dans l'actualité que tu reportes dans ta série de livres? Alors, ce livre, Guerre hors limite, on doit tous le lire, parce que sinon on ne comprend pas qu'on est dans une guerre mondiale, tout simplement. Et donc on continue à agir comme si on était en temps de paix. Et donc ça, c'est la pire erreur, parce que c'est ce qu'attendent les Chinois. Quand on n'est pas sur la défensive, ils peuvent avancer leurs pions sans qu'on s'en rende compte, tu sais. Et donc, moi, quand j'ai découvert ce livre, j'ai fait une série de 10 vidéos. Hein. Donc, je fais des vidéos maintenant sur Patreon. Je fais comme toi. Oui, tu as Et donc, raison. j'ai fait une série de 10 vidéos sur ce livre que j'ai analysé vraiment en profondeur, parce que c'est un peu comme le Mein Kampf, si tu veux, d'Hitler. Ils annoncent tout à l'avance. Et personne ne les a crus, comme Hitler d'ailleurs. Donc, la guerre hors limite, c'est une guerre qui n'est pas militaire. C'est tout ce qui relève Enfin, tu peux tout transformer en armes. Hein. On l'a vu, là, on a eu vraiment la présentation de la guerre hors limite en live, en transformant des masques en armes. Ils ont ramassé tous les masques dans le monde entier pendant le mois de janvier. Comme ça, les médecins et les infirmières sont tombés comme des mouches, et ça s'est diffusé. Donc, quand on peut transformer des masques, quand on peut transformer de l'eau, par exemple, en armes, comme ils le font en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'ils tiennent à peu près toute l'Asie du Sud-Est par les parties sensibles, parce ils ont 72 000 barrages. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. La plupart étant au Tibet. C'est pour ça qu'ils ont Ah bah oui, occupé le Tibet. ne le Ils ont lâcheront jamais. Et ils ne lâcheront jamais, parce qu'ils peuvent comme ça créer soit des inondations dans tous les pays qui sont en dessous d'eux, hein, Oui. soit la sécheresse. Et donc ils ont fait en Thaïlande, par exemple, une sécheresse en fermant, si tu veux, tous les barrages. Mais si, comme au Cambodge, ils ont fait une inondation et donc ils peuvent faire ça comme ils veulent. Donc c'est un chantage terrible. Ils ont un chantage aussi sur les terres rares. Là, ça sort ces jours-ci. Il y a eu un article sur le fait qu'ils menacent les États-Unis de bloquer toutes les terres rares, puisque c'est encore la guerre, malgré le fait qu'il y ait Biden. Mais la Chine, elle est en guerre totale. Donc voilà, c'est une guerre, si tu veux, qui utilise tout sauf le militaire, parce que sur le militaire, en effet, ils sont en position de faiblesse, mais sur tout le reste, ils ont, avec ce concept de guerre en limite, l'avantage d'être agressifs sur le terrain qu'ils choisissent. Et donc, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va être une arme pour eux, mais eux le savent, et donc ils peuvent préparer les stocks de masques, ils peuvent préparer les barrages, et quand ils lancent leur attaque, c'est trop tard, on comprend, mais c'est trop tard, on n'a plus de quoi se... Et donc, c'est pareil avec le virus, évidemment, parce que là, ça coûte en plus rien du tout de faire des virus. Et on a appris par le journaliste spécialiste de la Chine communiste, Bill Gertz, qui suit ça depuis 20 ans, dans le Washington Times, qui a écrit un livre génial que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Deceiving the Sky. Et lui, il a révélé, là, il y a 2 semaines, que la Chine, en fait, avait 2000 virus sous la main. 2000. Okay, Ah oui, on a les bah, preuves. ça. Ben voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai révélé il y a 6 mois. Et lui, il l'a dit il y a quelques semaines. Donc, moi, j'avais eu l'info par les dissidents chinois, en fait. Parce qu'eux ont des sources internes au Parti communiste chinois, et ça avait un peu fuité, hein, sans jeu de mots. Mais donc, quand on voit ce qu'un seul virus a pu créer comme bordel, et à mon avis, c'était plutôt un test pour ce qui arrive, en fait. Hein, sans vouloir être trop cataclysmique et tout ça, bon, les survivalistes, vous êtes habitués. Mais quand même, là,
voilà, 2000 virus, on ne sait pas du tout ce que ça peut représenter, sinon on sera à genoux, tous. Tous les gouvernements, déjà pour un, ils nous ont mis à genoux. Et je dois avouer qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos du gouvernement français, par exemple. Et certes, il est responsable, par exemple, du confinement, hein, ça c'est lui qui l'a mis comme la Chine lui avait demandé, en gros. Mais si on regarde la Suède, qui n'a pas mis le confinement en place, ils ont eu le même taux de surmortalité que la France. Mhm. C'est à quelques unités près. Là, on a les chiffres pour 2020. Ouais, le Donc, confinement ne marche pas du tout, ça n'a aucun impact. alors voilà, donc on sait que ça n'a sauvé aucune vie, mais on sait aussi que si on n'avait pas fait le confinement, il y aurait eu donc le même nombre de morts. Donc Ça c'est aurait bien été la pareil, Chine. oui. Voilà, et donc c'est bien la Chine qui est responsable de ces nombres de morts-là. Ce dont le gouvernement français est responsable, par contre, c'est d'avoir tué en partie l'économie. Donc ça, c'est Ah pas oui, c'est rien. ça. D'avoir tué la confiance, d'avoir tué. Donc là, la Chine communiste en est responsable aussi, parce qu'elle est responsable de toute cette pandémie et de toutes ses conséquences. Mais le gouvernement français, lui, il est responsable d'une partie de ces conséquences. Mais ce sont des collabos, de toute façon, ça je l'ai démontré donc, dans mes 3 tomes, et là il y a le 4e qui sortira bientôt, j'en fais un par trimestre. Euh, mais cette collaboration, elle est absolument avérée. Je l'ai démontré, j'ai fait même pour ceux qui ne veulent pas souscrire ou acheter mes livres, j'ai fait quand même des cartographies publiques sur mon site Jean Robin Média, que tout le monde peut trouver. Vous allez sur cartographie, vous allez trouver, il y a près de 120 cartographies à ce jour. Et là, vous avez les preuves. Et tout est sourcé, comme tu disais. Moi, je travaille sur sources publiques depuis 15 ans parce que, étant sorti de l'école de guerre économique, on avait bien étudié les différentes manières de faire de l'enquête. Soit tu travailles sur sources noires, donc ça c'est carrément les sources volées, etc. Donc ça ne m'intéressait pas. Après, tu as les sources grises, qui sont des témoignages, des trucs que tu peux aller recueillir sur le terrain, mais c'est douteux si tu ne fais pas partie toi-même d'un grand média qui peut crédibiliser ces sources-là. Et si, comme moi, tu es journaliste indépendant, eh bien, tu travailles sur sources publiques et comme ça, tu es tranquille. Simplement, moi, je fais une veille mondiale, hein, comme tu l'as dit, et donc, il y a assez peu de sources françaises dans mes sources, mais il y a beaucoup de sources asiatiques, américaines, anglo-saxonnes. Là, je suis beaucoup sur l'Australie parce qu'ils sont très anti-parti communiste chinois. D'ailleurs, ils se font censurer via Facebook. Je ne sais pas si tu as vu, là, toutes les informations australiennes sont censurées par Facebook à la demande du gouvernement chinois. Hein. Donc ça, c'est de la folie. Et on voit bien les relais maintenant que sont les GAFAM, qui ont empêché toute l'histoire d'Hunter Biden de sortir aussi pendant la campagne, qui aurait empêché donc Biden d'être élu. Donc là, on voit bien, ils ont mis en place un système qui est vraiment une toile d'araignée, si tu veux, géante, avec la Chine communiste quand même à la tête, parce que pour faire sortir cette pandémie, on a découvert que c'était l'armée chinoise. Donc, comme je l'avais dit, tu vois, comme je te l'avais dit, ça t'avait beaucoup surpris, mais ça a été confirmé depuis, notamment dans Hold Up Plus, là, qui vient de sortir. Le gars de l'INSERM le dit, Montagnier l'avait dit, le docteur Yann l'a démontré aussi. Donc maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus, et ça veut bien dire que la Chine a déclenché cette 3e guerre mondiale. Et ça, je suis le seul à le dire, mais parce que il faut prendre connaissance de mes enquêtes, c'est tout. Une fois qu'on en a pris connaissance, on n'a plus aucun doute là-dessus. Alors, c'est tout à fait intéressant, et on avait amené quelques hypothèses, mais pourquoi est-ce que cette guerre serait déclenchée maintenant, pas il y a quelques années et pas dans le futur? Qu'est-ce qui fait que ce moment est propice du point de vue du Parti communiste chinois? Ouais, ben comme on l'avait dit la dernière fois, moi j'ai pas changé d'avis, hein, j'ai les mêmes informations, c'est-à-dire, alors si on a un peu de recul quand même depuis. C'est-à-dire qu'on sait que la Chine était en grande difficulté en 2019 du fait de la guerre économique menée par Trump, parce que lui, il avait compris qu'on était dans une guerre hors limite, donc il lui menait la même guerre, avec des gens comme Peter Navarro comme conseiller, il savait sur quel terrain il était. Bon. Mais on sait depuis que la Chine a lancé ça fin 2019, donc pour faire chuter Trump. Comme je l'avais dit pendant notre interview, ça s'est vérifié. Je veux dire, là, c'est évident. Il avait toutes les chances d'être réélu. Il avait l'économie au plus haut. Effectivement, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout qu'il allait perdre. Voilà. Je me suis Personne complètement n'y croyait. trompé. Non, mais moi aussi. Mais quand même, ce vote à distance a permis les fraudes massives, dont certains ont analysé qu'elles venaient majoritairement de la Chine, hein, des hackings sur les machines Dominion et tout ça. Donc ça, on n'a pas le droit de parler. Mais il y a des Américains quand même, comme Mike Lindell, comme Sidney Powell, comme Lin Wood, qui continuent d'enquêter. Là, il y a toujours des procès en cours à la Cour suprême. Donc l'élection est terminée, mais quand même, ça continue. Donc le recul qu'on a, c'est que Trump, les JO de Tokyo, ça a fait perdre des milliards déjà aux Japonais
et ça va peut-être leur faire perdre la mise s'ils sont obligés de repousser une deuxième fois, ce qu'ils ne pourront pas faire. Donc ça, c'est leur ennemi, un de leurs ennemis principaux, hein, c'est clair. Aux Chinois. Troisième chose, c'est, qu'est-ce que j'avais vu encore? Trump. Ah oui, donc la situation économique, les JO, Trump. Bon, là, tu as les raisons principales. Mais si tu veux, au bout d'un moment, Xi Jinping est au pouvoir, il n'est pas non plus immortel, donc il doit bien passer à la vitesse supérieure à un moment ou à un autre. Il est là depuis 8 ou 9 ans, il se dit, alors soit c'est préparé depuis assez longtemps, moi c'est ce que je pense, parce que la France a laissé les clés du P4 en 2017. Donc ils ont eu 3 ans pour se préparer et balancer ça dans les bonnes conditions, c'est-à-dire d'abord se la balancer chez eux pour qu'on ne les soupçonne pas, et préparer leur bombe bactériologique, en fait, c'était le 18 janvier, ce qu'avait rapporté Libération, un des rares journaux à l'avoir dit, c'est qu'il y a eu un banquet avec 40 000 membres du Parti communiste chinois à Wuhan qui mangeaient dans les mêmes assiettes, à se faire tourner les trucs. Donc ça, c'est, si tu veux, on peut me dire, non, mais c'est le hasard, c'est une coïncidence. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bombe bactériologique. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, c'est la première de cette ampleur, parce que 5 jours plus tard, ils fermaient Wuhan, mais ils permettaient aux gens de Wuhan de partir dans le reste du monde. Il faut se méfier des dim sum alors. Ouais. Et donc, mais c'est tellement bien vu, si tu veux, on l'a pas compris encore, non, personne l'a compris. Excuse-moi de t'interrompre, qu'en est-il des rapports de plus en plus fréquents qui montrent que ce virus tournait déjà en novembre, octobre 2019? Est-ce que c'était un premier lâcher de virus, et puis ensuite le groupe s'est fait en janvier? Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut remonter jusqu'à septembre, en fait. Hein. Les premières photos satellites si tu veux, des hôpitaux de Wuhan, où tu vois beaucoup plus de voitures qu'il devrait y en avoir, c'est septembre. Et c'est là où on a une épidémie. C'est ce qu'on peut dire, parce que c'est très difficile d'avoir des informations sur la Chine communiste, mais par ces photos satellites, voilà, on a pu analyser ça. Donc, pourquoi? Je pense qu'ils ont testé et ils ont vu le taux de létalité. Enfin, tu sais, tout ce qu'on peut engranger comme information avant de le lâcher vraiment, parce qu'il a beau être quand même il se diffuse pas mal, mais il faut quand même l'aider un peu au départ. Et c'était le but de ce 18 janvier, de cette bombe bactériologique-là. J'en suis absolument convaincu. Et c'est hallucinant que personne n'en parle ici. On sait pourquoi en même temps, parce que tous les médias sont si tu veux, par exemple, quand tu prends Radio Classique, Le Parisien, Les Échos, ils appartiennent à LVMH, 30% du chiffre d'affaires, c'est la Chine, hein, d'LVMH. Si tu prends Le Point, c'est Kering, c'est à peu près pareil, 30% du chiffre d'affaires, c'est la Chine. Et quand tu prends l'État français, c'est l'État français, donc AFP, Radio France, voilà, tu les prends tous, donc ils ont tous des intérêts à protéger la Chine, pour des raisons politiques, idéologiques ou économiques. Et donc, au final, il n'y a rien qui filtre, et c'est sur Internet qu'on peut trouver l'information, quoi. La dernière fois, ou plutôt, parce qu'on a parlé 2 fois l'année dernière, la première fois l'année dernière, nous avions parlé de cela, et d'ailleurs, sur ce point, tu avais raison et moi j'avais tort, car je me disais, mais pour une arme bactériologique, c'est étonnant parce que ça ne tue pas beaucoup. C'est déjà dans la première... disons que dans les premiers variants, on va appeler ça comme ça, de ce virus, le taux de mortalité était plus fort qu'aujourd'hui, mais il était relativement faible. Et je m'étais dit, pour une arme bactériologique, ça ne tue pas beaucoup. Et tu m'avais fait remarquer que ce qui comptait, c'était le blocage des économies. Et à ce moment-là, je crois que c'était en mars ou avril 2020, moi je me disais, oui, mais une fois que le premier confinement va être arrêté, c'est bon, les économies vont redémarrer, ce qui a été le cas, enfin redémarrer, les gens vont pouvoir sortir et le virus va être neutralisé. Sauf que les règles ont changé à partir de septembre dans la manière où on compte les cas, puisqu'on ne parle plus de... par exemple en Suisse, lorsque tu es testé positif, ce qui ne veut rien dire, parce que tu n'as peut-être pas de symptômes, etc., en gros, ils comptent comme cas probable et donc effectif toute la famille avec qui tu vis. Donc en fait, on multiplie par 3, par 4, par 5 le nombre de cas, donc on augmente les chiffres. Et on a aussi décidé que lorsque tu meurs
lorsque tu as été positif et si tu meurs dans les 30 jours, quel que soit le type de mort, eh bien, tu es compté comme Covid, officiellement. Et donc, qui a fait ces lois? Qui a fait changer ces règles? Qui a influencé ce changement de règles pour continuer à créer une psychose? Et là, après une année, effectivement, comme tu l'as fait remarquer, l'économie, elle est à genoux. En Occident, aux États-Unis, en Europe, et on est en train de bouffer les rares réserves qui restent, ou le rare endettement encore qu'on est capable d'avoir. Et ce serait intéressant de voir qui sont les financiers derrière qui prêtent encore aux États, certes à taux négatif, mais enfin, il faut les sortir, les 100, 200, 300 milliards pour chaque pays européen et américain encore plus qui coulent en ce moment. Comme tu le sais, la main qui donne est plus forte que la main qui reçoit. Ce serait intéressant de remonter dans les... Est-ce qu'il y a des capitaux chinois? Et tu en parles d'ailleurs dans ce troisième livre, tu montres que l'influence auprès de l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, l'influence auprès d'agents médiatiques, d'influence, tu viens d'en parler, eh bien, elle continue. Et donc la question, c'est jusqu'à quand, visiblement, et j'espère qu'ils ne lâcheront pas des virus plus mortels, mais en tout cas, parce que bon, après, il y aura peut-être des conséquences fâcheuses, mais et de retour aussi. Mais en revanche, pour l'instant, même un virus qui est très, très insignifiant en réalité, a permis de créer une psychose. Mais jusqu'à quand cette psychose va durer? Parce que là, si ça continue, non seulement les Chinois vont devenir dominants dans le monde, mais en plus, ils seront dominants sur des ruines. Donc, est-ce que c'est pas trop au bout d'un moment? Voilà, alors ça c'est beaucoup de questions là-dedans, mais on Oui, va oui. commencer. Je vais essayer de reprendre les thèmes principaux. Donc déjà, ce virus, c'est ce qu'on appelle gain of function en anglais, donc un gain de fonction, c'est-à-dire il a été boosté, si tu veux, on l'a mis sous stéroïde pour qu'il se diffuse un maximum. Et chose très dangereuse en fait, c'est que les asymptomatiques, on n'avait jamais entendu ça avant, les asymptomatiques, donc tout le monde est suspect. Hein. Oui. Donc ça, c'est une force en fait énorme de ce virus qui a créé la psychose. Alors après, moi, si tu veux, je vois les deux camps. Je vois deux camps principaux. C'est les camps de ceux qui psychosent, donc plutôt les socialo-communistes de l'oligarchie qui veulent imposer toutes leurs conneries, confinement, etc., pour justifier leur pouvoir totalitaire. Donc ça, c'est un camp. Et puis, tu as un autre camp quand même qu'il ne faut pas oublier, parce que ça, je ne l'avais pas identifié au début. Tu sais, on avait parlé de Raoult, par exemple, et je pensais qu'il était plutôt résistant, parce qu'il était contre le confinement, etc. Il faisait des tests PCR. Bon, les tests PCR, quand même, ça fait gonfler toutes ces idées, donc ça fait gonfler aussi la psychose. Hein, bon. C'est vrai. Mais Raoult et tous ses copains sont sur la thèse, il n'y a rien. Tout va bien, les amis, il ne faut pas paniquer, n'ayez pas peur. Tu sais, c'est Jean-Paul II. Bon. Et ça, c'est la thèse inverse, si tu veux, c'est ce qu'on appelait les rassuristes. Mais Raoult, il faut savoir qu'il est très proche aussi des intérêts chinois. Il n'a pas arrêté d'en faire l'apologie. Il est à la fois à la fondation Mérieux, donc d'Alain Mérieux, celui dont je parlais tout à l'heure, qui a reçu la médaille du Parti communiste chinois, avec Delfrécy. Delfrécy fait partie de son IHU, du conseil d'administration, avec Douste Blazy, un mondialiste qui a fait partie de l'ONU à très haut niveau, qui fait partie de la Fondation France-Chine, Renaud Muselier, Geneviève de Fioraso, etc. Donc en fait, les deux camps jouent des partitions qui vont servir au Parti communiste chinois selon les cas. Et donc, ils vont se renvoyer la balle et nous, on va être au milieu et on va perdre la tête parce qu'on va plus savoir à quel sein se vouer. Hein. Beaucoup de gens ont fait confiance à Raoult à juste titre pour plein de raisons, sans se rendre compte qu'en fait, maintenant, il dit « Ah ben, il faut se faire vacciner, les gars. Faites-vous vacciner. » Ah ben, ah bon, mais alors si c'est le problème... T'as entendu ça? Donc, lui, il est proche de Mérieux. Mérieux, sa fortune est passée de 5 à 8 milliards d'euros entre 2019 et 2020. Donc, tout le monde n'a pas perdu dans cette histoire. Les milliardaires chinois notamment, mais aussi américains et puis français. Arnault, sa fortune a explosé. Mérieux, tu regardes tous, je ne parle même pas des Elon Musk et des Bezos et des compagnies, mais Jack Ma aussi aux États-Unis. En fait, donc ça a été, ce virus a permis une accélération de la destruction donc de tous les petits commerces indépendants qui peuvent résister donc à l'État. En gros, c'est ça la stratégie communiste. Hein. La révolution culturelle maoïste s'en était pris aussi aux premiers indépendants de l'État. Alors c'était pas les petits commerçants, c'était plutôt les agriculteurs.
Mais chez nous, il n'y a quasiment plus d'agriculteurs. Donc, il faut s'en prendre à ceux qui ne dépendent pas de l'État. Et on voit d'ailleurs tous ces pauvres restaurateurs qui disent, mais moi, je ne veux pas d'aide. Moi, je veux bosser. Parce que c'est ça leur indépendance et c'est ça qui déplaît à l'État socialo-communiste. Et sur le modèle chinois, eux, en fait, ils veulent reproduire le modèle chinois, déjà parce que ça les arrange à titre personnel, hein, d'avoir toujours plus de pouvoir et de ne pas avoir de gilets jaunes ou de contestataires dans les rues. Mais en plus, la Chine les oblige à le faire parce que derrière, comme tu disais, ils vont venir chercher les ruines, mais ils vont reconstruire. C'est tout ce qu'ils savent faire, les Chinois. Ils s'en foutent qu'il y ait des ruines, tant que c'est pas. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de bombe nucléaire, à mon avis, sur l'Europe ou ailleurs, parce que les Chinois ne pourraient pas l'exploiter, ça. Donc, ils sont plutôt là pour tuer les économies, pour ensuite envoyer leur armée. Leur armée, ce n'est pas que des tanks et des avions, c'est les hommes. Hein. L'armée chinoise peut mobiliser du jour au lendemain 300 millions de personnes. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, ça. C'est quasiment toute la population américaine. Si on se dit que ces gens-là peuvent envoyer du jour au lendemain 300 millions de personnes, donc qui sont formés des militaires, hein, qui font partie de l'armée de réserve, mais quand même, dans le monde, ça veut dire qu'ils peuvent occuper tous les pays du monde à un instant T, quand ils estiment que le fruit est suffisamment mûr. Hein. Ça sera ça, la blitzkrieg à la chinoise. Donc, si tu veux, une fois qu'on analyse tout ça, on se dit, bon, voilà, on a compris qui était l'ennemi et on a compris qu'il fallait se battre contre lui. Parce que si tu veux, moi je veux bien qu'on parle de Bill Gates et de Soros et de Klaus Schwab, mais ces gens-là sont des clowns, enfin, sont des gens importants, mais ils ont, par rapport au pouvoir de la Chine communiste, ils n'ont rien. C'est comme quand on me dit, non mais c'est l'islam le danger, etc. Moi je l'ai cru à un moment, oui, je me suis dit, voilà. Mais ces gens-là sont ultra divisés entre les différents pays, entre les différentes sunnites, chiites, les différentes chapelles, si tu veux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble, à tel point que même la Seine-Saint-Denis, qui est la moitié des habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est des musulmans, ils n'arrivent même pas à diriger la Seine-Saint-Denis, ces mecs-là. Bon, ils n'arriveront jamais à diriger la France. Par contre, la Chine la dirige déjà à distance, la France, comme d'autres pays. Et si ça continue, c'est-à-dire s'il n'y a pas des dissidences réelles qui se créent dans tous les pays, eh bien, ils arriveront physiquement, comme il y avait dans le film de Jean-Yann, tu sais, dans les années 70, les Chinois à Paris, on va les voir débarquer. Alors, je ne sais pas s'ils feront leur QG aux Galeries Lafayette, comme l'avait imaginé Jean-Yann, mais c'est ce qui nous pend au nez, parce que si je prends la Polynésie ici, par exemple, bon, il y a déjà des milliardaires chinois hein, qui gèrent un peu l'économie, mais rien n'empêcherait demain la Chine de mettre 20 ou 30 000 militaires chinois, ça leur suffirait pour tenir la Polynésie française et la marine. Voilà. Mais bon, et alors il y aurait après des accords, à mon avis, avec la France qui collaboreraient. Voilà. Donc si on se projette un peu, ça fait peur. Et maintenant qu'il n'y a plus Trump, déjà, bon, Trump, il n'a pas, à mon avis, réussi complètement sa mission, mais ça, on pourrait en reparler, c'est une autre question. En tout cas, maintenant que c'est Biden, les Chinois savent qu'ils ont le feu vert. Voilà, et qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, comme ils sont patients et ils veulent être sûrs, si tu veux, de balancer la sauce quand ils seront vraiment certains de maîtriser le résultat. Et donc, là, ils sont toujours en phase de préparation. Et moi, je pense que ce virus, c'était une phase de test pour voir toutes les réactions des gouvernements, de tout le monde, si tu veux, de voir qui est avec eux, qui est contre eux, dans quelle mesure, etc., pour qu'après, ils anticipent la prochaine étape. Est-ce que ça sera Taïwan? Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que ce sera, comme disent d'autres, la mer de Chine du Sud ou l'Australie? Bon, il y a différentes options, mais si c'est Taïwan, ça sera la Troisième Guerre mondiale militaire. Donc, à mon avis, c'est pas forcément ce qu'ils veulent tout de suite. Donc, voilà, je me tâte encore entre les deux. Souvent, dans les rapports de force, tu peux parfois faire une partie de bras de fer et tu peux menacer effectivement avec le militaire, avec les missiles, avec tout ce que tu veux, Taïwan, puis finalement dire pendant que le monde est fixé sur cette crise que tu crées pour pour récupérer géographiquement quelque chose qui fondamentalement n'est pas très important économiquement pour la Chine, à côté, tu prends le contrôle du Myanmar, tu prends le contrôle qui donnerait à la Chine des bases militaires pour sa flotte pour l'océan Indien, beaucoup plus intéressante que de devoir à chaque fois passer le détroit de la sonde, là. Et puis, peut-être que la Chine s'impose, pendant que les Européens sont en train de récupérer leur économie moribonde, elle s'impose avec une augmentation de sa présence en Afrique, une présence militaire, pour mieux contrôler les ressources dont elle a besoin.
On peut imaginer plein de scénarios, en tout cas autour de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, et c'est vrai que les États-Unis, à la moindre poussée de testostérone d'envie de venir en aide à Taïwan ou à ses alliés traditionnels dans le Pacifique, tout d'un coup, pouf, une petite vidéo sort, un petit scandale les fait sortir sur le clan Biden ou d'autres politiciens, et les États-Unis partent en 6 mois de polémiques et de machins. Donc en fait, ils utilisent la faiblesse de la démocratie contre les démocraties. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que l'aspect militaire, tu as raison de dire que la Chine, par exemple, peut lever 300 millions de personnes très rapidement. Ils ont tous un Kalachnikov dans des entrepôts dans chaque ville, dans chaque village. Il y a tout ça, c'est organisé depuis l'époque maoïste. Mais après, il faut les projeter. C'est que les 300 millions de Chinois, ils ne peuvent pas arriver à Paris en 2 semaines. Parce que sinon, ils vont devoir venir à pied par la Chine. Et c'est une contrepétrie assez moche. Mais en revanche... T'as réussi à la caser. Ouais, c'était facile. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de ça quand l'économie chinoise tourne bien, qu'ils arrivent à... Alors, il y a des difficultés, c'est clair. C'est que tu en as parlé et tu en parles dans tes livres. Il y a des crises financières en Chine assez importantes, des crises de dette, de crises de productivité, Agricole. de surproductivité même. Crise agricole aussi très Crise importante, parce qu'ils agricole. ont eu des inondations, etc., qui les ont obligés à importer notamment beaucoup de blé français, et puis du Brésil et ailleurs. Non, en fait, les 300 millions, si tu veux, c'est juste pour avoir ça à l'esprit. C'est que Non, c'est mais eux c'est qui tiennent les intéressant. cartes. C'est eux qui tiennent les cartes. C'est quand on comprend qu'ils sont à l'offensive, en fait, alors qu'ils ont toujours fait croire qu'ils étaient sur la défensive. Tu sais, c'est ce discours qu'on nous ressort là de Raffarin, justement. Il faut bien écouter les collabos parce que c'est souvent le contraire de ce qu'ils disent qui est vrai. Que nous dit Raffarin depuis 20 ans? La Chine, c'est une puissance régionale. Hein. Elle n'a pas de volonté de se projeter sur les terrains extérieurs, etc. C'est son 5000 ans d'histoire. Bon. En fait, les nouvelles routes de la soie, c'est le contraire de ce que dit Raffarin. Ce virus, c'est le contraire de ce que dit Raffarin. La projection dans les institutions internationales dont on a commencé à parler, le FMI, l'OMS, évidemment, tout ce qui est l'ONU, en fait, ils ont infiltré ça au plus haut niveau. Pour l'OMS, c'est typique. Là, ils avaient la clé, si tu veux, parce que l'OMS a beaucoup tardé à appeler ça une pandémie. Ils ont évidemment félicité la Chine, là, le fameux Tedros. Ils ont félicité la Chine alors que les mecs étaient en train d'enfermer les gens de force chez eux. On ne sait toujours pas quel est le nombre de morts en Chine. 4600, c'est impossible, si tu veux. Non, c'est impossible. Voilà, c'est à mon avis 100 ou 1000 fois plus. Et on le saura peut-être jamais parce qu'on ne sait toujours pas quel est le nombre de morts qu'il y a eu pendant la révolution culturelle. Donc. Mais ça a permis de montrer qu'avec cette pandémie, ils avaient verrouillé l'OMS, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. S'ils lancent la guerre hors limite sur un autre domaine où ils maîtrisent l'institution internationale correspondante, eh bien, ils feront la même chose. Donc c'est ça qu'on voit, on comprend après toutes mes enquêtes, moi maintenant c'est ce que je comprends, ça fait un peu peur, hein, mais il faut quand même connaître la vérité, c'est que c'est eux qui sont à l'offensive, et c'est celui qui est à l'offensive qui a les cartes dans la main. Et donc les États-Unis, Trump quand même avait réussi à faire une contre-attaque sur Huawei par exemple, ils ont vraiment souffert là Huawei sous Trump, mais là c'est reparti si tu veux. En France, Huawei a annoncé dès le mois d'octobre, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire tout leur hacking, etc., que Huawei allait investir 4 milliards d'euros en 4 ans en France, alors que Trump avait imposé une interdiction de Huawei en France, si tu veux. Mais ils savaient, mais votre Trump, il ne va pas rester, on le sait, on est sûr, etc. Ça, c'est quand même incroyable d'avoir le recul maintenant et de voir que... C'est très vrai que justement, et tu as illustré dans tes livres par l'échiquier, et c'est tout à fait juste, le bon joueur d'échecs ne réfléchit pas au coup qu'il va faire, il réfléchit plusieurs coups à l'avance. Il y a des ouvertures, il y a voilà, des stratégies qui sont sur des dizaines d'années. Et c'est vrai que les Asiatiques et les Chinois en particulier, ils sont plutôt bons avec le jeu de Go, dans leur culture, avec cette projection à long terme. Et en plus, l'avantage de ne pas avoir de démocratie où tu as besoin de te lancer dans des campagnes à la con, avec des sujets complètement inutiles et périphériques. Tu te focalises, et l'État profond chinois, ça aussi c'est une réalité,
il a les intérêts de ses castes au pouvoir, mais qui peuvent avoir aussi, et c'est là où c'est compliqué aujourd'hui de lutter contre, car comme ça bénéficie aux Chinois en général, donc à la population, qui certes n'est pas dans une grande liberté, certes n'est pas, mais enfin, quand on voit par exemple les règles de contrôle social dont on a parlé et dont tu parles je crois que dans le livre précédent, où par exemple tu as des points positifs si tu t'occupes de tes parents et tu as des points négatifs si tu ne t'occupes pas de tes parents, par exemple, ça reste relativement sain. Ces Non, non, règles non, non. sociales. Non, mais attends, Non, je non. finis, je finis le raisonnement, puis je te laisserai argumenter. C'est-à-dire que. Non, mais en revanche, c'est vrai que si tu critiques le gouvernement, tu perds des points. Si ces règles sociales étaient mises en France ou en Occident, tu imagines bien quels seraient les points positifs. Ce ne serait pas d'aider tes parents. C'est un point positif, c'est d'embaucher une minorité sexuelle, etc. Et un point négatif serait de critiquer une minorité sexuelle, religieuse ou ethnique. Donc, tu vois, pas. A priori, maintenant peut-être que le jour où c'est installé, ils dévoilent leur couleur, parce que je ne pense pas que toutes ces élites en ont absolument, on le voit entre les lignes en réalité, ces élites n'en ont absolument rien à foutre des minorités, tout Bien sûr. ce n'est qu'un prétexte pour asseoir et consolider leur pouvoir. Mais voilà, donc y a un aspect encore nationaliste, entre guillemets, national-socialiste, même à la limite paradoxalement, dans le communisme chinois. Mais après, on ne se fait pas de leurre, c'est les élites au pouvoir qui se servent Voilà. en premier. Alors, ce qu'il faut dire, là, parce qu'il y a beaucoup de propagande qui sont faites dans nos médias, justement, occidentaux, qui sont souvent à la botte de la Chine communiste. Alors, il faut savoir que la Chine communiste s'est développée, si tu veux, au niveau du capitalisme, en dépit du Parti communiste chinois, et non pas grâce à lui. Parce que lui, il va évidemment s'attribuer la hausse du niveau de vie, qui est assez relative. Là aussi, la Chine est au niveau de la Bulgarie, si tu veux, en PIB par habitant. C'est vrai, C'est pas génial. Hein. Et en plus, la répartition, c'est très inégalitaire, tout à puisque fait. la plupart des Chinois, une immense majorité encore, crèvent la dalle, sont Ouais. dans les campagnes et crèvent la dalle. Bon. Donc il y a effectivement une classe moyenne de quelques centaines de millions d'habitants quand même, enfin sur la Chine c'est pas la majorité, qui a émergé et qui achète aujourd'hui les produits de luxe français notamment, les voitures allemandes, etc., qui fait rêver tout un tas de gens, les Tesla, voilà. Mais bon, comme ils sont en train de tout copier Tesla dans 2 ans en Chine, c'est terminé, peut-être même avant. Donc voilà, en Chine, c'est le goulag numérique pour au mieux et le goulag réel, laogai comme on dit, au pire. Donc pour des millions de Ouïghours, de Falun Gong, de dissidents politiques en général, les Tibétains, les Mongols, alors là-bas les minorités ils n'aiment pas, hein. On leur apprend de force le chinois, les Mongols notamment, ça a défrayé la chronique récemment, bon, les Tibétains, tout ça. Donc on est enfermé dans un goulag numérique, c'est la grande muraille numérique de Chine, qui leur empêche d'aller sur l'Internet en dehors de la propagande du Parti communiste chinois. Donc en fait, c'est une vie de forçat. Tu travailles comme un chien, et en plus, derrière, tu dois faire de la reconnaissance faciale tous les coins de rue, des QR codes pour rentrer dans des magasins, etc. Et figure-toi qu'en France, la CNIL, il y a quelques jours, a annoncé que le QR code était validé pour la CNIL. Il n'y a pas de problème, le QR code, oui, oui, allez-y. Donc c'est un système à la chinoise pour traquer tout le monde, les fichiers. Alors voilà, les gens se sont habitués avec les GAFAM, ils sont déjà traqués, ou même avec leur carte de crédit. Hein, quand tu utilises ta carte de Bien crédit, tu es sûr. traqué partout. Mais là, c'est à un niveau évidemment bien pire, puisque, comme tu l'as dit, si tu critiques Xi Jinping, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas en camp. Donc, c'est pas terrible quand même pour la liberté fondamentale de critiquer le pouvoir. Bon. En Europe, on en rêve d'aller en camp parce qu'on est enfermé chez nous. Ah oui, peut-être. Alors, je sais Exemple. pas. Je pense pas que c'est les mêmes camps qui préparent. C'est pas le Club Non. Med. Mais voilà, donc, si tu veux, il y a des camps qui sont en préparation. Ça, je voulais pas y croire moi-même quand j'ai regardé ça en octobre. C'est sorti au Canada notamment. Il y a des députés qui l'ont dénoncé au Canada, mais j'ai pas voulu les croire. Eh bien, on nous annonce maintenant que ceux qui refuseront la vaccination, peut-être, ou qui refuseront telle ou telle chose, pourront se retrouver dans. Alors, on n'appellera pas ça des camps. D'ailleurs, les Chinois n'appellent pas là où se trouvent les Ouïghours des camps. Hein. Ce sont des instituts de formation, tu vois. Mais je En rigole même pas. Allemagne. C'est comme ça. Voilà, en En Allemagne, ils Allemagne. sont en train de... Le naturel est revenu au galop, là. Voilà, j'allais t'en parler. C'est en Allemagne qu'ils ont mis ça le premier en place. On a appris ça il y a quelques semaines. Des camps, mais qui ne s'appelleront pas des camps, seront mis en place. Donc voilà, on nous prévient, si tu veux, quand même,
s'il y a des fuites, il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, mais les gens sont encore endormis largement, parce que sinon, si on leur annonçait, tu vois, si on leur avait annoncé aujourd'hui, je veux dire, il y a un an, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, ils seraient tous dans les rues à hurler en disant la dictature. Mais comme ça s'est fait progressivement, malgré tout, ça s'est fait vite, hein, mais ça s'est fait progressivement par des cliquets, les gens ont accepté. Et aujourd'hui, on me croit un peu plus. Tu vois, quand je sors des informations sur Raoult, par exemple, ou sur Véran, qui fait partie de toutes les... Parce que les Chinois ont mis... on avait parlé un peu des France-China Foundation et Paris-Shanghai Club et tout ça. Véran fait partie des deux, tu vois, tant qu'à faire. Et donc lui, c'est le gars qui a été mis là exprès par la Chine communiste. Ça, je peux le dire maintenant, c'est absolument évident. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Il a viré Buzyn, en fait, parce que Buzyn n'était pas assez... n'était pas une femme de confiance suffisante pour les Chinois, tout simplement. Et donc, Véran était complètement à la botte des Chinois, donc il a été mis là, dans le poste le plus stratégique du gouvernement, quasiment presque plus stratégique que le Premier ministre. On voit beaucoup plus Véran un peu partout que Castex chinois, comme je l'appelle. Mais bon, donc ça, c'est... Qui croit encore que la Chine n'est pour rien là-dedans? Eh bien, si tu regardes bien, absolument tous les intellectuels, tous les journalistes, tous les politiques français, aucun ne met en cause la Chine communiste. Et ça, je suis désolé, c'est un scandale, comme dirait Marchais, mais c'est pas normal. Là, il faut que les gens se réveillent au bout d'un moment, parce que sinon, je sais plus quoi faire, moi, tu vois. J'aurais beau te parler pendant des heures. C'est ça. Donc, déjà, ce que les gens peuvent faire, et je le rappelle, c'est de lire, je mettrai le lien sous la description de la vidéo, de lire les 3 tomes chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Je pensais qu'il allait être long à lire, parce que c'est un livre assez épais, mais en fait, il se lit très vite. Donc ne soyez pas repoussés par la longueur. Je sais que nous sommes de plus en plus des flemmards et nous ne voulons plus lire les livres. Nous préférons regarder des vidéos. Alors pour ça, vous avez les comptes Patreon. Jean Robin en a un. Et je sais que nous partageons pas mal d'abonnés qui sont abonnés au nôtre respectivement. Mais en tout cas, c'est un livre qui se lit vite. C'est un livre qui se lit, ah oui, ah oui. Et pour avoir lu les 2 premiers, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une trame qui est raisonnable et logique. Ce n'est pas, encore une fois, je le répète, c'est sourcé. Ce ne sont pas juste tes idées. Ce sont, toi, tu as connecté les points, comme on dit. Je ne sais pas si on peut franciser cette expression américaine, mais tu as connecté les points pour définir une trame qui, au fur et à mesure de temps, est de plus en plus pertinente. Et c'est vrai que ta dernière remarque est très juste. Comment ça se fait? Enfin, comment ça se fait, tu l'expliques, mais c'est quand même étrange et scandaleux que quelqu'un qui a une thèse, encore une fois, on ne parle pas de reptiliens, on ne parle pas de... Je veux dire, les médias font plus l'écho à des gens qui auraient des théories de complotionnistes. Alors pour le coup, c'est vraiment pas le cas, hein, parce que vu le nombre de vaccinés, de morts à cause du vaccin qu'il y a en Israël en ce moment, c'est tout sauf un complottionniste. Mais enfin, cette guerre, elle existe, ça de toute façon. Et cette guerre, dans cette phase économico-virologique, bactériologique, elle est effrayante. Donc, est-ce que peut-être pour conclure, et encore une fois, j'encourage ceux qui nous regardent à lire tes livres, est-ce que tu voudrais passer un message à mes amis survivalistes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors justement, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça déjà avant cette crise, parce que c'est vrai que j'ai critiqué l'idée du survivalisme, parce que déjà je ne comprenais pas bien. Donc ça, tu as fait un gros travail de pédagogie depuis des années, ça m'a permis de mieux comprendre. J'ai vu, par exemple, le documentaire aussi dont tu as fait la promotion il y a quelques années sur Canal+. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est un film, je crois que ça s'appelle Effondrement. J'ai regardé ça, donc ça te plonge vraiment. Et j'ai compris déjà un peu plus ce qui était l'esprit du survivalisme, que je considérais comme une stratégie plutôt de bunkérisation. Maintenant, de l'île Maginot. De l'île Maginot, voilà. Maintenant, je le vois plus comme ce que c'est. Et donc, je vois aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire. J'ai un retour là, je sais pas si... Ah, c'est voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire, à mon avis, en plus de tout ce que vous faites déjà. Donc ça, c'est très bien, et voilà. Mais moi, je pense qu'il faut être présent sur le survivalisme numérique aussi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là?
eh bien, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 10 ans et que j'ai appelé le nouveau continent numérique. C'est-à-dire qu'on est coincé en ce moment en plus de tout ce qu'on a dit déjà, on est en plus coincé entre les GAFAM, donc Google, Amazon, Apple, machin, qui nous volent nos données, qui nous espionnent, qui nous traquent, etc., qui nous ils exploitent. Hein. On est leurs esclaves, puisqu'on travaille toute la journée pour eux, en gros, et c'est eux qui se font des milliards avec ça. Bon. Et les BATX, qui sont leur copie exacte, mais chinoise. Bon. Alors, nous, en Europe, où on a déjà un peu conscience du fait qu'il fallait protéger les données personnelles, mais on n'est pas allé assez loin parce que l'Union européenne est nulle et que ce sont des technocrates qui ne comprennent rien. Mais le survivalisme numérique, ça consisterait à créer ce que j'appelle moi un continent numérique, c'est-à-dire faire des données personnelles un droit de propriété, de même que nos productions numériques. Alors, je ne peux pas tout expliquer là, mais si ça intéresse des gens, il y a un groupe Telegram que j'ai créé et qui s'appelle t.me/nouveau continent numérique, où les gens peuvent nous retrouver. On est déjà une centaine de personnes à réfléchir. Moi, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, donc je suis en train de le lire à mes souscripteurs, justement. Et je vais m'y inscrire pendant qu'on... Voilà, parce que l'idée, c'est qu'on peut tous avoir un revenu universel grâce à nos données personnelles, mais qui ne viendra pas de l'État. Donc c'est un peu, si tu veux, basé sur le blockchain et sur une technologie assez libertarienne finalement. On ne dépend pas du gouvernement pour le revenu universel, parce que là, c'est sûr, c'est ce qu'ils veulent nous imposer aussi. Mais là, c'est sûr qu'ils auront la main sur notre vie, puisqu'ils pourront couper le robinet du jour au lendemain en nous disant si vous ne faites pas ça, on vous coupe votre revenu universel. Donc c'est certainement pas ça qu'il faut faire. Par contre, si on commence à avoir la propriété de nos données personnelles et de nos productions numériques, on pourra toucher peut-être 300, peut-être 500, peut-être 1000 euros par mois. Et on pourra faire d'autres choses en plus que j'explique dans mon livre, et il y a beaucoup d'autres choses à imaginer, qui nous permettront là d'être indépendants économiquement, d'être notre propre patron, parce qu'il faut sortir aussi de ce système du tout salariat ou du tout fonctionnariat, qui est aussi un système, parce que je veux dire, on est au XXIe siècle maintenant, donc c'est bon, on a vu maintenant ce que c'est le salariat, bon, d'avoir un patron qui te dit maintenant tu fais ça, et non, ça va, ou fonctionnaire, ok, la sécurité de l'emploi, mais on dépend de l'État là aussi. Donc je pense que l'avenir, c'est d'être tous patrons, c'est de vivre de sa passion aussi, ou de ses passions, et d'être propriétaire de ces données, de ces productions numériques. Donc c'est ça un peu le projet, et c'est aussi pour créer un nouvel Internet qui serait pas cet océan numérique merdique là, où finalement tout se perd, et on nous vole et on nous espionne, mais de créer notre propre espace, si tu veux, où on peut survivre numériquement et se projeter pour nous et nos enfants à long terme, parce qu'il faut construire et sortir par le haut de toute cette crise qui nous ont balancé dans la gueule. Et pour ça, donc, on n'a pas besoin de faire de révolution, si tu veux, faire tomber Macron ou je ne sais pas qui. Là, ça dépend que de nous et de technologies qui existent, qui sont gratuites pour la plupart. Après, il faut des développeurs, etc. Mais c'est à notre portée. Donc, ça serait vraiment grave de ne pas le faire. Voilà. Je pense que tu as raison, et je pense qu'une des faiblesses du survivalisme en général, c'est que là où tu as, après des années, là où tu as un tout petit peu raison sur l'histoire de la ligne Maginot, c'est sur un concept qui est celui de préparer la guerre précédente. C'est-à-dire que nous avons un imaginaire dans le survivalisme qui est celui que je décris en général dans mes livres, qui est lié à une crise économique, certes, avec des conséquences sur la pauvreté, sur la capacité à être résilient pour l'individu, donc on travaille là-dessus. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est un dénominateur commun, quoi qu'il arrive, de pouvoir manger, pour avoir de quoi boire, mais de subvenir à ses besoins. Mais c'est vrai que même en cas de catastrophe naturelle, en cas de catastrophe économique, en cas de guerre, etc., il y a quand même des forces bien plus grandes que le simple individu ou même groupe d'individus qui se prépareraient dans les campagnes ou les montagnes, ce qui est mieux qu'être dans les villes, toujours. Mais c'est que le jour où on a un État dictatorial qui décide que... je suis sûr qu'en Chine communiste, alors d'abord, ils sont allés chercher les gens dans les villes, évidemment, mais au bout d'un moment, quand ils ont assis leur pouvoir à la fin à partir de 1947, après, ils sont allés dans les montagnes aussi. Hein. Ils n'ont pas oublié les gens qui restaient dans les campagnes. Et certainement, il y en a qui ont résisté. Mais qu'est-ce que tu peux faire face à un État aussi puissant? Donc ça, c'est un premier écueil. Et puis, il y a un autre écueil, c'est que, et s'il n'y a pas de catastrophe naturelle, de guerre
ou de crise économique majeure, ou quand bien même il y en aurait, mais que ça n'impacte pas de manière, on va dire, apocalyptique le monde, l'aspect de résilience, si on te coupe ton compte en banque, tes réseaux de communication, etc., bah, ça te pose des problèmes. Et puis à la fin, ils viennent te chercher aussi pour t'emmener au goulag. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir sur une forme de résistance et de résilience numérique, économique, pas au sens je fais pousser mes légumes et mes animaux, ça c'est très bien, mais économique au sens comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu en dehors des réseaux ou sur des réseaux alternatifs. Et ce que tu viens de décrire est très très intéressant. Et ce qui me fait conclure, c'est que c'est quelque chose ça, sur laquelle je pense qu'on commence à converger, et d'autres, j'espère, nous rejoignent dans cet état d'esprit, c'est que nous ne devons pas nous diviser. Alors, on a le droit de se critiquer, on a le droit de ne pas être d'accord, mais d'éviter dans les réseaux de tous les gens qui ont des esprits différents. Et je salue par exemple le fait que tu aies récemment fait un débat avec quelqu'un qui, d'un point de vue de spiritualité, est complètement à l'opposé de toi. C'était très intéressant comme débat. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Mais en tout cas, c'était courtois et intéressant. Et je vois que peut-être en vieillissant, nous gagnons tous en sagesse et qu'au lieu de nous engueuler sur des détails, nous devons faire cet effort de nous réunir, accepter là où on n'est pas d'accord et là où on a des divergences, mais se rendre compte que nos ennemis sont beaucoup plus forts et que déjà ensemble, ça va être difficile. Mais si en plus on se sépare parce qu'il y en a un qui croit dans la transmorphigation de la Trinité et un autre pense que le pape c'est un démon ou qu'il ne devrait même pas être là parce que c'est pas le vrai pape, peu importe. Bref, ça ce sont des détails qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Mais en attendant, celui qui vient voler tes informations, te surveiller et qui va décider un jour que si tu as envie d'aller faire pipi, il faut payer ou que tu n'as pas le droit de dire ceci, ou qu'on va venir te mettre dans un camp pour laver ton cerveau. Je veux dire, entre ça et 1984, je pense qu'on peut mettre de côté un petit peu les différences. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu vas dans ce sens-là aussi. Oui, je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. Avant, on pouvait se tirer dans les pattes, etc. Et j'ai joué ma partition là-dessus aussi, parce que je pense qu'il y avait une certaine émulation, tu vois, je le faisais aussi par émulation. Mais je suis toujours, moi, ouvert au débat avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça, je l'ai toujours été. J'ai organisé beaucoup de débats et je le reste. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas trop changé. Mais malheureusement, je remarque qu'en face, ce que je dis en face, c'est-à-dire des gens que j'ai critiqués par le passé, il y a très peu de gens, finalement, qui sont ouverts à la critique et qui... tu vois, ce qu'on a fait là, par exemple, c'est qu'on a chacun mis de l'eau dans notre vin. On a vu l'extrémité peut-être excessive dans laquelle on avait été dans notre critique de l'un et de l'autre. Et puis, finalement, on en revient à l'essentiel, c'est-à-dire la survie, quand même, et puis la liberté fondamentale d'expression, d'entreprendre, d'innover, d'avoir des enfants, de bien les éduquer, de leur donner un monde meilleur que celui dont on a hérité. Donc quand on se retrouve là-dessus, on peut passer sur beaucoup de différences finalement. C'est ça l'essentiel. Et moi, dans ce projet-là, tu vois, au début, j'avais créé une start-up il y a 7 ans, puis je voulais tout garder pour moi, puis je voulais devenir riche, tu sais, ça c'est le rêve qu'on nous vend, Macron, la start-up nation, machin. Oui, sauf que ça marche pas en fait. Pas pour ce projet-là en tout cas, parce que ça c'est un projet pour l'humanité en fait. Et donc ça peut pas être mon projet. Il faut que les gens se l'approprient, il faut que les gens soient d'accord déjà pour rentrer leurs données personnelles, ce qu'ils font aujourd'hui, tu vois, gratuitement pour les Facebook et tout ça, mais il faut qu'ils le fassent volontairement et qu'ils en tirent un bénéfice, qu'ils deviennent chacun les clients des uns et des autres, parce que finalement, c'est ça l'économie interconnectée. Mais en fait, je vais prendre une analogie qui va peut-être être scandaleuse pour certains, mais tu vois, en Afrique, pourquoi l'Afrique ne se développe pas aujourd'hui par rapport à d'autres continents? C'est parce que souvent, ils n'ont pas de droit de propriété. Leur maison, ils ne peuvent pas la vendre à quelqu'un d'autre que leurs voisins. Mmh. Eh bien, nous, on en est au même niveau par rapport à l'Internet. C'est-à-dire qu'on est aussi sous-développé aujourd'hui. C'est scandaleux que je dis, ce que je dis, mais enfin, quand même, c'est pas pour des raisons. Non, non, Mais mais voilà, on c'est est vrai. sous-développé aujourd'hui parce qu'on n'a pas de droit de propriété sur Internet. Voilà. Donc on est Peut-être. pauvre
on se fait voler, on se fait escroquer, on se fait piller. Donc, dès lors qu'on aura pris conscience de ça et qu'on mettra en place, tu vois, des barrières, on a des technologies maintenant, blockchain par exemple, c'est parfait. Il y a d'autres technologies qui existent. Elles se développent là aussi, il faut avancer avec son temps. Mais dès qu'on aura pris conscience de ça et qu'on a en fait le pouvoir, parce que c'est nous qui volent, donc si on leur dit non, maintenant vous ne pouvez plus nous voler, et d'ailleurs, on va cacher un peu nos informations parce qu'elles ne vous appartiennent pas et on va les louer entre nous et on va faire des marchés, en fait, qui n'existent pas aujourd'hui. Eh bien, on va passer dans ce monde, si tu veux, c'est comme de passer du Moyen-Âge au capitalisme qui s'est généralisé à partir du XVIIIe siècle, si tu veux, la révolution industrielle. Là, il y a une nouvelle révolution industrielle qui est devant nous. Donc ça, c'est quand même vachement enthousiasmant parce qu'avec toute la merde qu'on nous vend dans les médias matin, midi et soir, on ne nous parle jamais de cette possibilité-là. Et donc c'est à nous de nous l'approprier. Les Américains nous ont donné Internet, profitons-en et ne tombons pas dans ce piège qui n'a plus grand-chose à voir avec l'Internet. Aujourd'hui, là, c'est le goulag numérique qu'on est en train de nous mettre en place. Donc, à la 1984, quand Amazon peut faire sauter Parler, quand Twitter peut faire sauter Trump, bon, bah là, on n'est plus dans Internet. C'est pas vrai. Donc, on est dans des oligarques qui ont leur pouvoir. Donc, c'est à nous, voilà, on a suffisamment d'outils. Donc, ça serait fou de ne pas faire ce projet, qui s'appellera peut-être pas comme ça, mais je lance l'idée, et puis après, les gens se l'approprieront, tu vois, et en feront le nouveau continent numérique qu'on va aller coloniser. Moi, je préfère coloniser ce continent-là que Mars. Mars, je le laisse aux milliardaires type Musk, mais nous, on est 8 milliards quand même sur Terre à vouloir garder nos libertés fondamentales. C'est quand même plus important, me semble-t-il. Voilà. En tout cas, je conseille la lecture de Chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Jean-Robin, je te remercie. Et vivement la sortie du 4e tome. Et puis, continuons de réfléchir à ce que nous pouvons faire. Et puis, on verra bien si cette vidéo sera censurée ou pas. Combien de temps? Je la mettrai sur plusieurs plateformes. Ouais, en tout cas, je te remercie, Pierrot, et je trouve que ça avance bien, quand même. Déjà entre nous, puis dans la société, quand même, il y a de plus en plus de gens qui réalisent que c'est possible de s'en sortir. Donc, voilà, c'est positif. Passer sur Patreon filtre beaucoup les gens qui sont là en touriste. Ça enlève les trolls et les touristes, et ça garde ceux qui sont intéressés. En plus, le prix mensuel est très faible, mais ça fait un filtre tout de même. Et vaut mieux discuter avec 100 000 personnes motivées et intéressées qu'avec 100 000 qui sont des touristes et qui viennent juste pour le bon mot, l'humour ou peut-être la polémique. On a besoin de passer à autre chose maintenant. Voilà, mais ça valide justement ce nouveau continent numérique qui est basé sur la monétisation de l'information et des données personnelles. Donc on est exactement là-dedans. Les gens aujourd'hui n'ont plus conscience qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont besoin de gagner leur vie avec leur travail. Mais parce qu'eux-mêmes sont concernés. Et quand ils le comprendront, t'imagines, si on peut toucher 1 000 € par mois simplement pour recevoir de l'information de publicitaires et toucher un pourcentage sur les pubs, alors qu'aujourd'hui on touche 0 de Google ou de Facebook, eux ils se font des milliards encore une fois. Ça c'est à notre portée. Il faut qu'on le développe, on n'a pas le choix en fait. Bien sûr, on n'a pas le choix. Je te remercie et à très très bientôt. Merci à toi Pierrot. Salut.